Notre compréhension de l'univers est un travail en cours. De nouvelles théories étant proposées chaque jour et des croyances de longue date étant démenties. Mais maintenant que des télescopes et des sondes comme Voyager nous fournissent des données fraîches provenant des confins de l'espace, nous disposons de moyens plus définitifs pour expliquer le cosmos. Par conséquent, tout change lorsqu'une importante sonde spatiale, comme Voyager, transmet des données inédites relevant des découvertes inattendues. Mais qu'est-ce que Voyager vient de découvrir exactement et qu'est-ce que cela implique pour nous sur Terre? Rejoignez-nous pour découvrir comment Voyager vient d'atteindre les confins de l'espace et de renvoyer un message terrifiant aux scientifiques. Depuis près de 45 ans, les missions Voyager font partie intégrante de l'exploration de l'espace, fournissant certains des tout premiers et des plus importants aperçus de l'état réel de notre système solaire. Ces missions n'étaient pas censées survivre aussi longtemps lorsque les premiers plans de la sonde ont été réalisés. L'idée d'envoyer des sondes dans les années 1970 est née d'un pur hasard. Lorsque Mikhail Minovitch a réalisé qu'un vaisseau spatial pouvait profiter de la vitesse d'une planète pour se catapulter plus loin dans le système solaire. Cela a été rendu possible par un alignement géométrique inhabituel des planètes extérieures, qui ne se produit qu'une fois tous les 2 siècles. Grâce à la gravitation et à la vitesse des planètes, il était soudain possible d'atteindre les planètes extérieures comme Neptune en seulement 12 ans au lieu de 30. Alors que Voyager 2 a été lancé la première le 20 août 1977. Voyager 1 a atteint la limite du système solaire la première, en suivant une trajectoire beaucoup plus rapide malgré un lancement 2 semaines plus tard. Mais le voyage jusqu'à sa position actuelle, juste au-delà de notre système solaire, était en effet périlleux. 2 ans après son lancement, le 5 mars 1979, Voyager 1 a été le premier à atteindre Jupiter. Voyager 2 n'était pas loin derrière, arrivant à la géante gazeuse 4 mois plus tard, en juillet de la même année. Grâce à divers instruments embarqués, les 2 sondes ont capturé les premières images rapprochées de Jupiter, relevant la tache rouge emblématique et cartographiant les ouragans de taille terrestre qui ont ravagé la surface de la planète. Nous avons également obtenu des preuves indiquant la présence d'eau sur l'Europe, des images de volcans actifs sur Io et repéré Ganymède, le plus grand satellite naturel du système solaire. Mais Jupiter n'était qu'une halte sur le chemin du voyage et les 2 sondes se sont rapidement dirigées vers Saturne. Voyager 1 arrivant la première en novembre 1980 et Voyager 2 presque 1 an plus tard, en août 1981. Le voyage vers Saturne a permis aux scientifiques d'approfondir leurs connaissances sur les journées de 10 heures de la planète ainsi que de mesurer de manière beaucoup plus précise la vitesse des vents et de la planète, qui peuvent atteindre jusqu'à 1100 km/h, soit la plus rapide de toutes les planètes du système solaire. Alors que Voyager 2 n'a effectué qu'un bref survol, Voyager 1 nous a fourni un meilleur aperçu de l'atmosphère azotée de la Lune, de la planète nommée Titan, et a révélé 10 nouvelles lunes magnifiques autour de la planète. Toutefois, Saturne a été la dernière planète que les 2 sondes ont vue ensemble avant d'être séparées. Voyager 1 a entamé un virage écliptique vers l'héliosphère, mais Voyager 2 a poursuivi sa route vers 2 autres planètes comme prévu. En août 1989, Voyager 2 est arrivé à Neptune, passant à moins de 5000 km du pôle nord de la planète. Le survol a révélé la surface planétaire la plus froide du système solaire, avec des températures atteignant moins 400 degrés Fahrenheit. Mais les données rapportées par Voyager 2 ont indiqué que Neptune n'était pas aussi endormi que les scientifiques le pensaient, avec des tempêtes de la taille de la Terre et des nuages de glace se déplaçant rapidement. Mais bien que les données sur Neptune soient intéressantes, elles soulèvent la question de savoir comment une planète recevant si peu d'énergie solaire peut maintenir un climat aussi dynamique. Cependant, alors que Voyager 2 quittait la planète bleue et glacé pour un voyage vers l'autre côté de notre système solaire, la réponse à cette question devait être laissée aux sondes futures. En décembre 2004, les données de Voyager 1 indiquaient que les sondes avaient atteint une région de notre système solaire connue sous le nom de choc de terminaison. Il s'agit d'une région de l'espace où les vents solaires provenant de notre Soleil ont ralenti, passant de millions de kilomètres par heure à seulement 250 000 km par heure. Bien que cette vitesse puisse sembler exceptionnelle, elle n'est rien en comparaison des vitesses interstellaires considérablement plus élevées. Cette diminution des vitesses solaires est due à la pression interstellaire exercée par les rayons cosmiques traversant notre galaxie. Cependant, le choc de terminaison a juste signalé le début de la frontière de notre système solaire et Voyager ne l'avait pas encore franchi. Voyager 1 a été la première des 2 sondes à passer l'héliosphère
ce qu'elle a fait en août 2012. L'héliosphère est une bulle invisible de particules solaires chargées que le Soleil exerce sur le système solaire. Le champ magnétique de l'héliosphère, comme d'autres forces invisibles telles que la gravité, protège toutes les planètes situées derrière elle en rayonnement cosmique qui envahissent le cosmos. Les scientifiques ont découvert ce croisement en analysant les données de Voyager 1 lors d'une rare éruption solaire connue sous le nom d'injection de masse coronale, ou CME. Au cours de cette CME, d'intenses ondes de choc libérées par le Soleil ont fait vibrer les particules proches de Voyager 1 de manière beaucoup plus intense. Ces vibrations détectées étaient bien plus fortes que celles enregistrées à l'intérieur de l'héliosphère, ce qui a conduit les scientifiques à supposer que Voyager 1 est entré dans une région inexplorée de l'espace interstellaire. L'espace interstellaire est le vide situé au-delà de l'héliosphère, rempli de particules d'une énergie nettement supérieure et de rayons cosmiques d'une intensité bien plus grande. Il est peut-être intéressant pour vous de savoir que notre système solaire tourne dans l'espace interstellaire, le Soleil. Maintenant, les planètes ensemble et l'héliosphère fonctionnent comme un champ de protection protégeant les planètes, y compris la Terre, de la nature radioactive brute de l'espace interstellaire. En prévision de l'arrivée de la sonde Voyager dans ce coin froid et sombre de l'espace, les deux sondes ont été conçues pour être alimentées par des générateurs thermoélectriques à radioisotope ou RTG, plutôt que par l'énergie solaire. Comme la plupart des satellites, chaque sonde est équipée de 3 RTG uniques qui fonctionnent tous avec du plutonium puissant. C'était une excellente option car lorsque l'isotope de plutonium se désintègre au fil du temps, il émet une quantité considérable de chaleur que chaque sonde convertit en énergie électrique. Cependant, malgré sa formidable efficacité, cette source d'énergie ne peut durer qu'un certain temps car les scientifiques ont déjà calculé que les voyageurs fonctionnent aujourd'hui avec moins de 50% de leur puissance. Cependant, la consommation d'énergie est le dernier des soucis des contrôleurs de la NASA, car Voyager 1 vient de rencontrer ce que les scientifiques ne peuvent que qualifier de bizarre, le glitch. Étant déjà à 14,5 milliards de kilomètres de la Terre, la NASA prévoit un certain retard dans l'obtention des données de la sonde. Les données peuvent prendre jusqu'à 21 heures pour atteindre la Terre. Cependant, alors que le vaisseau spatial semblait fonctionner normalement, les scientifiques ont détecté plusieurs irrégularités dans les données envoyées ces derniers mois. Il semble que Voyager 1 ait été incapable de déterminer sa position dans l'espace et qu'elle ne soit pas passée en mode de sécurité. Susan Dodd, chef de projet au centre de propulsion par réaction de la NASA en Californie, a fait la déclaration suivante. Un mystère comme celui-ci est normal à ce stade de la mission Voyager. Les deux vaisseaux spatiaux ont presque 45 ans, ce qui est bien au-delà de ce que le plan de mission a prévu. Nous nous trouvons également dans l'espace interstellaire, un environnement de haut niveau de rayonnement dans lequel aucun vaisseau spatial n'a volé auparavant. Après un examen approfondi des données de Voyager 1, il a été déterminé que le problème était dû au système d'articulation et de contrôle d'attitude du vaisseau spatial, ou AACS. L'alignement de Voyager 1 et de son antenne est contrôlé par ce mécanisme. Cela explique la désorientation de Voyager 1, mais pas le problème de données. Le vaisseau spatial a continué à transmettre et à recevoir des données au rythme et à l'intensité habituelle du signal. Mais les données reçues, classées dans la catégorie des données télémétriques inutiles. Alors que Voyager 1 causait des problèmes aux contrôleurs de mission de la NASA, Voyager 2 était toujours opérationnel dans tous ses systèmes après avoir traversé l'héliosphère en 2018. Mais bien que Voyager 2 soit encore fonctionnel, ses niveaux d'énergie diminuent régulièrement, ce qui oblige les membres de l'équipe de la mission à couper les systèmes et les composants non essentiels pour préserver l'énergie. Selon l'équipe, au rythme actuel de la baisse de puissance, elle ne peut espérer la garder opérationnelle jusqu'en 2025. Après avoir reçu des données inutiles pendant des mois sans qu'il soit possible de réparer la sonde, Voyager 1 a commencé à renvoyer des données de télémétrie normales après une dernière tentative de réparation. La NASA a découvert que le vaisseau spatial envoyait des données par le biais d'un ordinateur de bord défectueux qui était tombé en panne des années auparavant. Cet ordinateur a alors déformé les données envoyées, ce qui a obligé l'équipe à gérer des mois de données télémétriques inutiles. Cependant, lorsque le centre de contrôle de la mission a réalisé que la sonde utilisait un ordinateur défectueux, il n'a eu qu'à transmettre une commande à l'engin spatial pour qu'il remplace l'ordinateur mort par le bon pour le transfert des données vers la Terre. Selon la NASA, il existe une solution à faible risque au problème et il a suffi d'attendre un peu que le message radio de 22 heures parvienne à Voyager 1 pour que la sonde suive correctement l'instruction.
Cependant, maintenant que le problème des données à bord de Voyager 1 a été réglé, on ne sait toujours pas ce qui a poussé la sonde à passer de son ordinateur habituel à un ordinateur mort, hors service depuis des années. Selon une déclaration de l'équipe de contrôle de la mission, nous sommes heureux d'avoir récupéré la télémétrie. Nous allons faire une lecture complète de la mémoire de l'AACS et examiner tout ce qu'il a fait. Cela nous aidera à essayer de diagnostiquer le problème qui a causé le problème de télémétrie en premier lieu. Bien que la NASA n'ait pas encore précisé ce qui, selon elle, a causé le dysfonctionnement de Voyager 1, plusieurs experts ont affirmé que la sonde pourrait être entrée en contact avec un certain type de rayonnement provoquant un changement de système. Cette hypothèse est étayée par le fait que Voyager 1 se trouve dans l'espace interstellaire depuis bien plus longtemps que Voyager 2 et a très probablement rencontré des rayons cosmiques et des particules que nous n'avons pas pu observer ici sur Terre, en raison de la barrière protectrice que constitue l'héliosphère. Il est possible que les voyageurs n'aient pas été entièrement préparés à l'inconnu, à la volatilité et à la dureté de l'espace interstellaire, et nous verrons peut-être d'autres anomalies de données lorsque nous recevrons davantage de données. D'après vous, quelle est la cause du problème de Voyager 1? Pensez-vous que Voyager 2 connaîtra la même situation? Faites-nous le savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.